Et la loi d'attraction, mais t'imagines si ça marchait à chaque fois? T'imagines tous ces gens qui veulent tout ceci, cela, toi, qui veulent... Mais la Terre, elle serait épuisée. Comment tu veux que la Terre puisse produire la satisfaction matérielle de tous ces milliards de gens qui souhaitent tous être riches? Tu l'as bien dit, souvent on cherche à se remplir en se basant sur des concepts qui viennent de l'extérieur. C'est les autres qui te disent, tiens, avec une voiture, tu seras peut-être mieux. Avec un peu plus d'argent, tu seras peut-être mieux. Mais si à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose qui est important pour toi, tu vas obtenir la chose et tu vas quand même te sentir vide. Donc c'est vraiment une quête à l'intérieur de d'abord trouver ces éléments que si je les travaille, pour toi peut-être que c'était la spiritualité. Mais à partir du moment où tu as touché un élément aussi important pour toi, et que tu as commencé à te remplir de ça et grandir sur ça, ben tu étais en train de remplir tes valeurs et donc tu étais en train de te remplir à l'intérieur de toi et de te sentir plein et de sentir que ta vie, c'est toi qui la design. Donc chercher ces valeurs, c'est quelque chose de très important sur le chemin de la transformation. C'est quelque chose que moi j'avais du mal à comprendre il y a 3 ans. Si aujourd'hui je pouvais donner encore un conseil à ma version d'il y a 3 ans, je dirais, regarde quelles sont les choses qui te donnent de l'énergie. Parce qu'il y a un vrai indicateur de lorsqu'on touche à quelque chose qui est en lien avec nos valeurs, c'est que naturellement on se sent dynamisé. Dynamisé. On a plein d'énergie d'un coup. Et on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Essayer déjà de commencer à s'observer soi-même et de voir quels sont les moments de notre quotidien qui nous donnent de l'énergie. Ça, c'est une étape clé dans la transformation. Parce que c'est ça qui va indiquer vers quoi je veux me transformer. Exactement, on cherche tous à se transformer, mais il y a un truc qui est un obstacle important, c'est qu'on vit beaucoup sous le regard de l'autre, l'évaluation de l'autre. Nous, on est prêt à être compatissants vis-à-vis de nous-mêmes, mais il y a la dictature du regard de l'autre. Et on est dans une société où chacun se regarde, où chacun s'auto-évalue, et c'est ce que j'ai appelé des égrégores. Ça veut dire qu'un égrégore, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent avec des mêmes valeurs, une même façon d'être, ce qu'on va appeler une mentalité en France, la mentalité française. Et quand tu vas regarder la suite, il y a la mentalité parisienne. Mais tous ces gens qui vont vivre ensemble, ils vont aussi vivre en intercommunication, et chacun voudra un petit peu ressembler à l'autre, ou que l'autre le reconnaisse dans ce qu'il est, la reconnaissance de l'autre. Et ça, c'est aussi une pression énorme. C'est-à-dire que, et on le voit, tout le monde s'habille pareil, le phénomène de mode. Tout le monde porte ce jean craqué, tu dis, ah voilà, t'es un clodo, il y a 30 ans tu portais ce jean craqué, on te jetait des pierres, et aujourd'hui, c'est normal, et tout le monde le met, et tout le monde le met. C'est incroyable. En plus de ça, on change nos goûts avec cette vague de différents goûts. Moi, je me souviens avec les jeans slim, au début, je me disais, mais qui va mettre ça? Je ne vais jamais le porter. 1 an plus tard, c'était moi la première à aller dans le magasin chercher ce jean. Je me disais, mais comment ça transforme la pensée? Et c'est ce que j'appelle les égrégores. C'est-à-dire que quand beaucoup de gens font la même chose, il y a une énergie qui pousse à dire, il faut que je ressemble à ça parce que c'est ça le bonheur. C'est ça la référence. Et donc, cette référence générale, arriver à s'en extraire, à dire non, je n'ai pas besoin du référentiel extérieur pour être heureux, j'ai mon propre référentiel, et je ne subis plus la pression, parce que cette pression, justement, c'est pour t'obliger à acheter, pour t'obliger à dépenser, pour t'obliger à ceci, et tu vas travailler, tu vas être esclave, tu vas chercher le bonheur, et la quête de ce bonheur extérieur, qui t'amènera jamais la paix intérieure. Tu vois. Et aujourd'hui, dans cette folie où le monde court pour satisfaire son bonheur et ses campagnes de pub et répondre au modèle sociétal, pour moi le summum, c'est on arrive à la loi d'attraction. Là on va te dire, mais maîtrise la loi d'attraction, tous tes souhaits seront exaucés. C'est-à-dire que tu vas essayer de créer maintenant un mental pour dire, voilà, j'ai une recette pour enfin avoir tout ce que je veux. Comme si avoir tout ce que tu voulais pouvait fondamentalement te rendre heureux. Puisqu'on le sait très bien. Quand tu vas avoir un désir, tu vas y répondre, et un autre désir, tu vas y répondre, il y aura toujours encore, et encore. Quand tu restes dans ton modèle de schéma où, par rapport à la société, là je suis quelqu'un de bien, par rapport à mes voisins, à mon groupe, là je suis quelqu'un de bien parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et aujourd'hui, utiliser des techniques comme la loi d'attraction, pour moi qui est la loi de distraction, parce qu'on a l'impression que le monde c'est l'espace Toys R Us où enfin je vais être heureux parce que je pourrais posséder tout ce que j'ai envie. Tu touches à quelque chose d'important et de très difficile, en tout cas je trouve sur le chemin de la croissance personnelle, c'est que
à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment et quels sont parmi mes désirs, quels sont les vrais désirs qui m'appartiennent et quels sont les désirs qui sont conceptuels, que j'ai acquis parce que je suis influencée, parce que je vis dans une société. Et c'est une question qui est difficile de pouvoir ressentir qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et quels sont ces désirs qui sont un peu superficiels, un peu parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre, parce qu'il avait l'air d'être heureux avec cette chose et que je me suis dit, pourquoi pas. Et de plus en plus de ressentir cette intuition à l'intérieur de nous, de se dire, ah, ça c'est vraiment moi que je le veux, ou bien cette couleur de vêtements c'est vraiment moi qui la veut, qui la préfère. Alors que celle-ci, oui, c'est la couleur de cet hiver, je sais, je vais l'acheter peut-être pour faire partie du lot, parce qu'on a aussi besoin de se sentir en communauté. Mais je vais savoir que ce choix-là, je l'ai fait pour telle et telle raison, alors que l'autre choix, ça m'appartenait vraiment et c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour qu'on puisse mieux ressentir quels sont les désirs qui nous appartiennent versus les désirs qui ne nous appartiennent pas? Il n'y a pas à jeter la pierre à ceux qui désirent ou ceux qui... Voilà, chacun avance avec ce qu'il est, comme il est, en fonction de sa compréhension, en fonction de... Voilà, il n'y a pas... non, mais si tu as envie d'aller faire des business, faire des trucs, machin, d'aller dans le monde matériel, voilà, tu peux t'expérimenter autant que tu veux. Voilà, si ça t'apporte la paix, si ça t'apporte la sérénité, et que le fait de posséder ne va pas ça va combler un vide, mais ça ne le remplira pas. C'est vrai que c'est cette approche parce que c'est un trauma. La vie, je crois que c'est un trauma. C'est un trauma, la vie? Mais oui, Non. Sinon, naturellement. La vie, c'est une joie. Tu t'es trompé. C'est pas le trauma, c'est joie. Oui, mais alors, c'est pas ce qu'on croit tous les jours. Tu arrives à vivre, tu as une existence. Et que cette existence, on pourrait tous être bien, tous être pleinement satisfaits intérieurement. Et il y a un modèle, on va pas remonter historique, qui fait que tu vas te sentir bien parce que tu possèdes. On va te faire croire que c'est en possédant que tu vas être bien. Et ça, pour moi, c'est le gros mensonge. C'est-à-dire que donc tout va être basé, tu vas travailler, tu imagines que tu vas travailler 5 jours sur 7 pour t'offrir ces quelques heures, 5 jours vont te financer ces quelques heures que tu vas penser être heureux, tu vois. Ah, enfin, tu vois, je vais être heureux, mais et encore, tu veux croire que tu vas être heureux en dépensant, et ce que j'aime bien dans ce terme, quand tu achètes, tu dépenses. Quand tu dépenses, c'est que t'arrêtes de penser. J'aurais vu comme ça. Mais quand tu penses, tu fais des économies parce que tu réfléchis. Tu vois, dépenser, c'est dépenser, t'arrêtes de penser. Ou bien tu cherches justement ce lâcher prise dont on a parlé tout au début de la conversation. Oui, peut-être. Pouvoir lâcher prise, c'est pouvoir arrêter la pensée pour aller au-delà de la pensée. Parce que tout à l'heure, je te disais, comment on peut se connecter à ce qui vient de notre intuition, ce qui vient de notre cœur, peu importe comment on l'appelle, mais ce qui nous appartient vraiment, par rapport à ce qui tourne dans notre pensée, parce qu'on l'a vu quelque part et on s'est dit ça peut être intéressant. Et arrêter de penser pour accéder au-delà de la pensée, c'est intéressant, mais c'est tellement complexe à faire. Justement, ça c'est une croyance. C'est une croyance de croire que la réponse au vrai bonheur, c'est difficile et inaccessible. J'ai pas dit inaccessible, mais c'est complexe. Tu sais très bien que c'est plus complexe de faire tes premiers millions, Liliana, pour arriver à cette satisfaction. Tu vois, il y a des gens, ils vont se mettre des trucs, ils vont même des fois détruire leur vie, aller chercher à être millionnaire ou gagner de l'argent en croyant que c'est ça qui va leur apporter le bien-être. Donc le surendettement, c'est ça. C'est de croire que c'est l'argent qui peut t'apporter le bonheur. Tu vois, et la loi d'attraction. Mais t'imagines si ça marchait à chaque fois? T'imagines tous ces gens qui veulent tout ceci, cela, toi, qui veulent... Mais la Terre, elle serait épuisée. Comment tu veux que la Terre puisse produire la satisfaction matérielle de tous ces milliards de gens qui souhaitent tous être riches et posséder de la matière? Donc il y a un non-sens. Ce que je veux dire, c'est que dans la spiritualité, t'as largement plus à gagner. Tu as largement une satisfaction qui est largement plus palpable, je dirais plus dans... Parce que le bien-être, la sensation, elle est toujours en nous.
La problématique, c'est de te faire croire, et on nous fait croire, c'est de la croyance, que c'est le fait d'avoir une belle voiture, une grosse maison, que tu as des business qui tournent, que ça t'apporte du bien-être. C'est simplement de la biochimie. Tu peux rester sur ton canapé et te sentir riche, pleinement riche, et être heureux en ne possédant rien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu comprends que ce n'est pas la possession matérielle qui va t'amener au summum de... Bien au contraire, c'est ton champ de conscience et ton ouverture de cœur et ton ouverture d'esprit qui va te satisfaire de façon biochimique et qui va aussi t'amener, et c'est là où ça va t'amener dans des nouveaux champs de conscience. Et dans ces nouveaux champs de conscience qui vont être ultra interactifs entre toi et la nature, entre toi et l'univers, on parle de l'univers. Aujourd'hui, on utilise la loi d'attraction, l'univers, là, tout le monde sait tous, on forme des frotteurs de lampes pour que l'univers leur apporte des trucs. C'est bien beau ce que tu dis, Denis, mais il y a beaucoup de gens qui ont compris facilement la chose que le matériel n'apporte pas du bonheur. Mais c'est pas pour ça qu'on arrive vraiment à l'appliquer. Comment devenir encore plus pragmatique sur cette notion-là? Parce que c'est une chose de comprendre le concept mentalement. On l'a compris mentalement, c'était facile. On a vu des exemples de gens qui ont atteint ce niveau d'accomplissement financier et qui n'ont pas le bonheur. Mais c'est pas pour cela qu'on le ressent vraiment et qu'on se dit c'est pas ça, il faut que je cherche ailleurs. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être vraiment pour dépasser cette notion de la compréhension mentale et pouvoir passer au niveau du ressenti? L'expérience, c'est la méditation. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la méditation. Tout le monde a des amis qui font de la méditation pour essayer d'aller mieux, même pour gérer ton business. Même les gros entrepreneurs vont dire prends le temps de méditer, c'est ça qui te réveille les pensées, c'est ça qui te rend plus clairvoyant pour ton business, c'est ça qui va développer l'intuition pour mieux comprendre le feeling de sur quoi tu dois être. Tout le monde utilise cet outil de la méditation, même pour développer sa partie matérielle ou psychologique, pour essayer de se rééquilibrer, d'être plus posé, de mieux gérer, même pour mieux... On parle d'hypersensibilité. La méditation va te permettre de mieux gérer ta sensibilité, ton hypersensibilité. Pour les enfants qui sont agités, on commence à faire rentrer la méditation dans les écoles. La méditation, c'est un outil de travail sur soi qui va te permettre de ressentir. Et vraiment, il porte sur vraiment les vrais outils de ta propre transformation que tu vas pouvoir ressentir. Et le fait de prendre ne serait-ce que 20 ou 30 minutes, tu t'assois sur ton canapé, 20 ou 30 minutes, tu médites. Et pour moi, méditer, c'est pas penser à vouloir ceci, ou penser à vouloir ceci, ou penser à se sentir mieux. La vraie méditation, c'est tu laisses de plus en plus cet espace vide. Il faut bien comprendre, Liliana, il faut vraiment bien comprendre. Pourquoi tu me dis comme si moi je l'avais pas compris? Fais attention à ce que tu vas dire là. Plus tu vas faire du vide, plus ton mental sera puissant. Une fois, on a discuté, c'est-à-dire que pour moi, moins tu as de pensées, plus les pensées que tu vas avoir seront puissantes. Ça veut dire que, et c'est ce qu'on parlait dans la dernière vidéo, c'est l'univers, c'est 97% de vide. Et ce vide, en fait, c'est toute la puissance qui permet de créer la matière. Et toi, en fait, quand tu fais ce vide, tu vas récupérer la quintessence de l'énergie de l'univers pour que quand tu aies une pensée qui va apparaître dans le vide que tu auras pu, elle aura toute sa puissance. C'est-à-dire que le vide que tu es capable de faire en toi à travers la méditation, donc lâcher prise, poser, centrer, quand tu auras une pensée, elle sera beaucoup plus puissante que si tu es toujours dans l'hésitation, toujours dans la préoccupation, toujours dans ceci, toujours dans cela. C'est pour ça que le sage, en fait, il se met dans cette forme de vide et il se met à penser et tout se met en place dans la matière. Donc, moi, ce que j'aime bien avec la méditation, c'est qu'elle développe cette capacité de s'observer et de ne plus s'identifier à nos pensées. Déjà, pendant la méditation, on peut observer ce qui se passe dans notre tête. Si jamais ça part vers une pensée, on voit quelle est la pensée, on voit vers quoi elle nous amène. Mais également, on peut observer ce qui se passe dans notre corps. Contrairement à ce que... J'ai eu pas mal d'amis qui me disent « Moi, j'arrive pas à méditer, c'est pas pour moi ». J'ai envie quand même de compléter cette notion avec l'idée que la méditation, c'est un processus naturel. Chaque soir, avant de s'endormir, il y a une phase, pour le cerveau, il y a une phase de passage entre l'état d'éveil et l'état d'endormissement qui correspond aux mêmes ondes qu'on va émettre lorsqu'on est en méditation. C'est-à-dire que chaque personne, tous les soirs, avant de se coucher, elle est en train de méditer sans le savoir.
quelque part. C'est ce moment-là où le cerveau va essayer d'organiser, de faire un aperçu de la journée. Des fois, on a cet aperçu de la journée avant de s'endormir. Et on devient conscient de ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti dans la journée. Et la méditation, c'est juste le petit entraînement qui nous permet d'aller au-delà de ça, de faire la même chose mais de manière consciente et surtout d'entraîner ce muscle d'auto-observation et d'autogestion de plus en plus. Et d'aller de plus en plus vers cette forme de nous-mêmes qui dépasse les pensées, qui dépasse le corps. On n'est plus ni nos pensées, ni notre tête, ni notre corps. On est celui qui est capable d'observer cette expérience et de la maîtriser d'une autre manière, quelque part. Je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant dans la méditation. En tout cas pour moi. Je pense qu'elle se termine jamais. Et la transformation aussi, elle se termine jamais, parce qu'on a toujours quelque chose d'encore plus intéressant à évoluer, vers lequel on peut évoluer. Mais il faut bien transmettre que la méditation, c'est l'accès, c'est ça. C'est-à-dire que soit tu es un frotteur de lampe, tu es le frotteur de lampe, je veux ceci, je veux cela, l'univers donne-moi ci, l'univers donne-moi ça. Dans la méditation, tu vas quitter ton soi pour t'approcher et être plus en harmonie avec l'univers. Donc tu vas quitter Aladdin, que tu es parce que tu veux ceci, parce que tu veux cela, pour aller vers, dans la méditation, à travers ce silence, ce calme, cet apaisement, pour aller vers le génie. Et plus tu vas aller vers le génie, plus tu vas t'approcher de la source créatrice et donatrice, celle qui va donner à Aladdin. Tu vois? Et c'est ça qui, pour moi, que je trouve intéressant, c'est que dans le fait de lâcher son souhait et de s'approcher de l'énergie qui donne tout, il y a quelque chose tu souhaites, donc tu n'as pas la puissance. L'autre, l'univers, il a la puissance. Dans la méditation, tu deviens l'univers. Et c'est ça, c'est un voyage de l'humanité, tu pars en tant qu'être humain, pour quitter un peu ton humanité et ses souhaits et ses attentes et ses espérances. Et c'est ce que je dis à travers la méditation, s'oublier de soi-même. Le point zéro, c'est quoi? C'est revenir à l'univers pur tel qu'il était. Et quand tu le ressens, cet univers pur tel qu'il était, mais ta vie, elle est emplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu quittes le monde de tes souhaits. Le souhait, c'est le côté je veux me remplir de ceci ou je veux me remplir de cela. Et quand tu le quittes pour rentrer plutôt dans le côté l'univers, et l'univers, c'est le contenant. Et quand tu deviens le contenant, le souhait disparaît, mais c'est là où tu es rempli. Tant que tu as des souhaits, ça ne s'arrêtera pas. Mais quand tu deviens le contenant, tu n'as plus besoin de souhaiter. Parce que le contenant, il a tout. Mais le contenu, il n'a pas tout, puisqu'il n'est qu'une partie de ce tout. Ça nous paraît tellement simple quand il s'agit des autres, alors que quand on est dedans, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui nous pèse, qui bloque toutes nos ressources. Il bloque l'accès des fois à nos fonctions cognitives. Des fois...